Scène hallucinante à l'Assemblée nationale, insultes, règlements de compte, accusations de racisme et d'injustice sociale. Ce débat sur les allocations a littéralement mis le feu à l'hémicycle. Louis Boyard, Pierre Cazeneuve, les députés RN et LFI, tous s'affrontent sans retenue sur les droits des étrangers, la justice fiscale et le vrai visage de notre modèle social. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces joutes politiques, regardez cette séquence jusqu'au bout. Vous ne verrez plus la politique française de la même manière. Cotisation, à votre avis, la branche famille de la sécurité sociale, elle est financée comment ? Mais elle est financée évidemment par les cotisations. Et donc les personnes qui travaillent en France, quelle que soit leur nationalité, qui cotisent, évidemment qu'ils ont le droit aux prestations liées à ces cotisations. Sinon, ils ne viendraient pas travailler, on créerait une injustice folle. Chers collègues du Rassemblement national, au-delà de votre xénophobie et de votre racisme crasse, qui s'exprime sur les plateaux télé, mais qui s'exprime avec des amendements tout à fait scandaleux, simplement réfléchissez un minimum à ce que représente et à ce qu'est un modèle redistributif. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la défense de mon amendement, ne peuvent plus effectivement boucler la fin de mois. Alors j'entends bien que vous souhaitiez effectivement donner l'aumône à tout le monde et à vouloir effectivement aider effectivement ceux qui ne sont pas de nationalité française. Et je vais vous faire plaisir, monsieur Cazeneuve, puisque cet amendement vise justement à attribuer ces allocations à ceux qui cotisent. Donc, vous allez être bien content, vous allez pouvoir le voter, cet amendement. Il vous est servi sur un plateau d'argent. Vous auriez même pu le proposer vous-même, puisque vous l'aviez signé lorsque vous aviez jeté notamment le projet de loi d'immigration. En réalité, ça montre le vrai visage du Rassemblement national. Quelle surprise, puisque vous nous revendez de façon remasterisée la préférence nationale, y compris pour la suppression de l'aide de l'allocation familiale. Alors vous avez beau hurler du fait que vous ne soyez pas d'accord, et figurez-vous qu'on n'a pas besoin d'être français pour cotiser dans ce pays. N'importe quel travailleur cotise dans notre pays, quelle que soit sa nationalité. Et je trouve vraiment que pour le coup, ça montre le vrai visage de votre parti, de vos idées nauséabondes, à l'image d'ailleurs de vos 9 députés qui étaient dans un groupe Facebook où il y avait des propos racistes et antisémites et que vous n'avez pas dénoncé alors que c'était votre obligation. Mais juste là, Monsieur le Président, on ne peut pas laisser passer ça, quoi. L'amendement Boyard défendu par Madame Soudé, on est dans le summum de la déglingue intellectuelle. Non, c'était pas dit méchamment. C'est un amendement qui vise à ce que... Non mais je parlais de l'amendement, Madame Soudé, vraiment je ne parlais pas de vous et je vous prie de m'excuser si j'ai été abusif. Mais on est sur un amendement qui vise à ce que toutes les cotisations, que toutes les allocations familiales soient les mêmes, quel que soit le niveau de revenu. Okay ? Donc votre amendement, vous nous avez fait toute une démonstration en début de l'examen de ce texte en séance pour nous dire Macron, le président des riches, etc. Et votre amendement, il vise à donner plus d'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, puisque c'est un amendement qui vise à aligner les prestations et les allocations familiales de ceux qui ont le plus d'argent sur ceux qui en ont le moins. Donc c'est un cadeau aux riches, cet amendement, Madame Soudé. Ce que vous faites, c'est donner plus d'argent à ceux qui en ont pas besoin. Monsieur Cazeneuve vient de moquer un amendement de ma collègue en disant qu'en étant défendu par mon collègue Monsieur Boyard, c'était le summum de la déglingue intellectuelle. Outre le fait que ce sont des propos totalement inappropriés et méprisants, c'est tout à fait savoureux venant d'un homme dont le seul mérite est la reproduction sociale qui lui permet d'être ici puisqu'il est le fils de Jean... Madame Catala. Madame Catala. Il a été dit que Monsieur Cazeneuve, notre collègue Pierre Cazeneuve, était un exemple de reproduction sociale. Non, il est un exemple de méritocratie républicaine. Non seulement parce que M. Cazeneuve doit sa carrière professionnelle aux nombreux diplômes qu'il a brillamment réussis, mais qu'en plus, M. Cazeneuve a été élu et réélu, et que si plusieurs membres de sa famille sont ici sur ces bancs, c'est parce qu'eux aussi, sur les bancs ici, très bien, merci, les bancs de la gauche, ont été élus. Merci, M. Cormier-Bouligeon, d'avoir rappelé ces éléments.
Donc EPR nous demande de supprimer finalement le contenu de cette loi sous prétexte qu'il n'y aurait pas de sous. Les sous, il y en a en vérité, ce sont juste des choix budgétaires. Quand il s'agit de culpabiliser les femmes de ne pas faire assez d'enfants, quand il s'agit de parler de réarmement démographique, là, le président Macron et EPR sont au rendez-vous. Par contre, quand il s'agit d'aider les couples à faire un choix sans obstacle financier, eh bien, il n'y a plus personne. Et alors, quand je parle de choix budgétaires, je vous rappelle que 75% des Français considèrent Macron comme le président des riches et qu'en fait, c'est quelque chose, une opinion qui est stable depuis 2018 tout de même. Alors, cette opinion, elle est largement justifiée par de nombreuses réformes qui ont été prises, notamment la réforme de l'ISF. Le ruissellement n'a pas eu lieu, bizarrement. Je ne parle pas aussi des cadeaux aux grandes entreprises. Les impôts sur les sociétés, ils étaient de 33,33% de 93 à 2017. Ils sont passés à 25% en 2022. Donc, quand il faut de l'argent, là, pour vous, vous en trouvez. Par contre, quand il s'agit d'aider les plus précaires, là, vous n'êtes plus au rendez-vous et vous parlez tout d'un coup du fait que, oh mon Dieu, c'est terrible, la France est en faillite. La remarque de Madame Soudé sur Emmanuel Macron, le président des riches. Mais Madame Soudé, vous oubliez quand même 2-3 petites choses. D'abord, vous avez des arguments qui se basent sur je ne sais quelle enquête. Il n'a quand même pas pesé très lourd dans un débat qui devrait être d'un plus haut niveau ici dans cet hémicycle. Peut-être quand même vous rappeler 2-3 petites choses. Par exemple, les petits déjeuners gratuits pour les enfants défavorisés. Ça, c'est une vraie mesure concrète. Ça, c'est une vraie mesure concrète pour les enfants dans les milieux défavorisés. Qui l'a fait, cette mesure, Madame Soudé? C'est Emmanuel Macron. Les repas de cantine à 1 €. Ça aussi, c'est une mesure concrète pour les familles défavorisées. Qui l'a faite, cette mesure? C'est Emmanuel Macron. Qui va faire aussi la réforme du complément mode de garde pour les familles monoparentales les plus fragiles. C'est Emmanuel Macron aussi, Madame Soudé. Donc soyez un peu juste aussi dans ce que vous dites. Madame la ministre, vous nous demandiez pourquoi est-ce qu'on parlait de président des riches. Je vais vous répondre. Premièrement, qui paye? Lorsqu'on voit que vous avez CMA-CGM qui fait 25 milliards de super profit, qu'ils ont une niche fiscale et que vous refusez d'aller les taxer. Quand vous voyez qu'il y a Bernard Arnault qui paye à peine 2% d'impôts, mais que par contre pour ma Bélangère, on est plus entre 20 et 25%. Vous passez votre temps à parler de dépenses publiques sans jamais parler de recettes. Pour avoir de la recette, il faut de l'emploi. Vous passez votre temps à dire 2,2 millions d'emplois. Très bien, regardons dans les détails. 900 000 apprentis. Pardon, mais quand ce sont des apprentis, ce ne sont pas des salariés qui vont ensuite rester dans la même fonction pendant encore des décennies et des décennies. Et ce ne sont surtout pas une grande quantité de cotisations qui rentrent à l'intérieur. Pareil quand vous avez 700 000 auto-entrepreneurs qui sont comptés à l'intérieur. Donc non, ce n'est pas vrai de dire que vous avez mené une véritable politique de l'emploi. Je ne parle même pas des suppressions de postes de fonctionnaires. Je ne parle même pas des baisses de moyens aux collectivités qui font des marchés publics et qui créent de l'emploi et qui font rentrer des cotisations. Je ne parle même pas des 200 000 emplois qui sont menacés cette année. Par contre, je veux vous parler des 30 milliards d'exonération de cotisations sociales que vous avez fait, qui ont des conséquences concrètes dans une politique économique. Le déficit dont vous parlez. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans et vous vous plaignez d'une situation dans laquelle vous vous êtes mis tout seul. Pourquoi? Parce que les gens derrière, ils consomment moins. La consommation des ménages, elle est inférieure qu'avant le Covid. Donc parce que les gens consomment moins, il y a moins d'emplois, il y a moins de rentrées fiscales. Merci et donc derrière, de vous venez vous plaindre d'un déficit. Non mais, merci Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Monsieur Boyard parce que je ne sais pas dans quelle réalité il vit. La France, c'est quand même un des pays qui impose le plus les entreprises au monde. C'est un des pays où on impose le plus les foyers aisés au monde. Donc il y a un énorme effort d'imposition, il y a un énorme effort de redistribution et de solidarité dans notre pays. Et vous nous expliquez ici qu'on ne taxe pas les entreprises, qu'on ne taxe pas les riches. Mais dans quel monde vous vivez, Monsieur Boyard? Vous racontez n'importe quoi. Vous expliquez qu'on va pouvoir davantage taxer ces entreprises dans le contexte économique dans lequel nous sommes. Quelle entreprise aura envie de venir investir et créer de l'emploi dans un pays piloté par la France insoumise? Aucune. Pour éviter, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, pour éviter d'avoir un débat pendant 2 heures sur mais si, il y a plein d'argent à prendre chez les très riches, nous on n'a plus d'argent dans les caisses et dans les finances publiques françaises, je pense que c'est ce qu'a annoncé Monsieur le rapporteur et pour le coup un débat de fond extrêmement intéressant.
Parce que, monsieur le rapporteur, vous avez parlé de l'universalité, finalement, de cette prestation famille. Et il y a là, c'est vrai, un vrai différent politique entre nos deux groupes et entre nos deux pensées politiques. Nous pensons que nous devons aider un peu plus ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est sur ça qu'on a réussi à cibler, et c'est avec cette dynamique-là que nous avons construit notre politique sociale depuis 8 ans. Je vois M. Guedj qui lève déjà la main, mais je vais lui rendre hommage plus tôt. Il y a un personnage, un ancien président, avec qui on siège aujourd'hui dans cette Assemblée nationale, qui en 2015 a eu une bonne idée, qui a rendu progressif justement ce système d'allocation familiale en donnant plus aux familles les plus précaires qu'aux familles les plus aisées. Eh bien, ce principe-là de progressivité de l'aide sociale, ce principe de progressivité des allocations familiales, il est extrêmement sain. Et donc, Monsieur Guedj, on a souvent ce débat, et c'est souvent en niche parlementaire, sur le sujet de l'universalisme, sur le sujet de l'universalité de notre modèle social et de notre modèle de sécurité sociale. L'universalité des contributions, d'accord, mais la progressivité dans la redistribution, c'est la moindre des choses pour avoir un modèle qui est cohérent, qui est juste et qui est pérenne financièrement dans le temps. Ce débat, il traverse la sécurité sociale et les politiques sociales depuis des années. C'est celui qui oppose la logique d'égalité à la logique d'équité. La logique d'équité, elle a été introduite progressivement au sein notamment de la branche famille avec un nombre de plus important de prestations qui sont sous conditions de ressources. Donc il y a déjà un ciblage équitable par la mise sous condition de ressources pour un certain nombre de prestations, que ce soit pour le complément de mode de garde, que ce soit pour la page, que ce soit pour l'allocation de soutien familial, etc. Le seul problème, et là on touche à l'identité même de la sécurité sociale, et je vais répondre sur la modulation des allocations familiales décidée en 2015. Si vous faites basculer la sécurité sociale dans la logique de l'équité, c'est-à-dire la réserver à ceux qui en ont le plus besoin, alors il n'y a plus de sécurité sociale. Alors il n'y a plus le principe du consentement à la sécurité sociale, qui est une logique de redistribution, à la fois horizontale mais aussi verticale, qui permet de dire que je consens à la logique de la sécurité sociale et de l'universalité, parce que je sais que ma cotisation va me permettre de bénéficier d'une prestation. Ce débat est bien plus qu'un simple clash, c'est le reflet des fractures profondes qui traversent la société française entre universalité des droits et préférences nationales, justice fiscale et reproduction des inégalités. C'est toute notre vision du vivre ensemble qui est en jeu. Alors, vous en pensez quoi? Qui a été le plus convaincant? La gauche radicale, la majorité présidentielle, le Rassemblement national? Dites-le en commentaire. Likez si vous pensez que ces sujets méritent d'être mis en lumière et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos collègues, tous ceux qui s'intéressent à la politique française. C'est en débattant qu'on fait vivre la démocratie.